Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous ? Car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs, de gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent, et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça, et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Parfait, ça enregistre. On est parti. Eh bien Sabrina, merci beaucoup de ton accueil dans tes locaux. Oui, parce qu'on est que j'explique un peu. Et je vais te laisser te présenter assez rapidement, mais tu m'as accueilli dans ces locaux qui sont un coworking et qui sont pas un coworking, je dirais, traditionnel. Et on va reparler parce que c'est un appartement dans un immeuble. Donc je suis curieux de savoir l'histoire derrière, mais peut-être la première chose que je vais te laisser te faire, c'est peut-être te présenter. Qui tu es, Sabrina ? Alors, je suis Sabrina Le Maréchal. Je suis donc la gérante de l'entreprise que j'ai créée Demi-Sel. J'étais dentiste pédiatrique avant. J'ai un parcours universitaire et il y a quelques années, j'ai toujours créé des bijoux à côté de mon activité de dentiste. Et en 2016, j'ai décidé de donner sa chance à mon entreprise, mon auto-entreprise de création de bijoux et de m'y consacrer à temps plein. Et depuis, je ne fais plus que ça. Ok. On va revenir un peu sur ta formation et ton parcours parce que c'est vachement intéressant. C'est pas qu'en France, tu as une formation assez intéressante. Mais la première question que j'aime bien poser, c'est tu es chef d'entreprise. Oui. Comment tu définis ta vie professionnelle ? Chargée. C'est une bonne réponse. Ouais. Enrichissante et pleine d'aventures. C'est vraiment une aventure humaine, ma vie professionnelle et ma vie de chef d'entreprise. Parce que je suis pas du tout formée à ça. J'ai pas fait les études pour. Donc c'est un travail que je découvre, dans lequel je mets ma sensibilité à moi et mon intuition. Alors après, effectivement, dans mes études, j'ai quand même appris, j'ai des notions de gestion, de comptabilité. Mais c'est quelque chose que je découvre tous les jours. Oui, c'est sûr que, on va revenir sur ta formation, mais c'est sûr que on apprend peu à être chef d'entreprise. C'est ça. C'est pour moi l'avoir fait, ce que je dis souvent sur le podcast, j'ai cette expérience d'entrepreneur, c'est un vrai challenge. On en apprend tous les jours et surtout quand on commence, et on va également reparler de commencer à manager des gens, avoir une équipe autour de soi. C'est ça. C'est intéressant. Mais justement, tu me parlais de ton parcours. Parce qu'en fait, tu fabriques des bijoux depuis très longtemps. Oui. C'était une occupation que tu avais à côté, mais ça n'a pas été ton activité première professionnelle. Tu as commencé plutôt dans le domaine médical, voilà. Qui était dentiste, donc comme tu disais. Oui. Déjà, pourquoi dentiste et pas les bijoux directement ? Parce que je viens pas d'un milieu où on fait de l'art. Je viens pas d'un milieu où on fait une fac de beaux-arts ou une école de mode. Voilà, mon père est menuisier et ma mère secrétaire. Donc un milieu très populaire. Moi, je sortais du lot au niveau études, au niveau parcours scolaire. En gros, je me destinais à médecine ou prof de maths. Donc c'était voilà. Mais dans ma tête à cette époque-là, il n'y avait pas du tout le côté artistique. Par contre, j'adorais depuis que j'étais toute petite créer de la pâte Fimo, la couture, etc. Mais c'est vrai que c'était pas. Et puis en fait, c'était aussi une valeur travail familiale, avoir un vrai travail qu'on fait toute sa vie. Donc médecin ou prof de maths, ça rentrait dans ce travail que tu fais toute ta vie. Ouais. Et voilà, médecine, c'était aider les gens. Je voulais soigner les enfants. Donc du coup, j'ai eu le concours de médecine. J'ai eu une place en dentaire. Donc je suis partie faire mes études de dentiste que j'ai adoré. Je me suis spécialisée en pédiatrie à l'intérieur de ce cursus dentaire. Je suis devenue prof à la fac aussi pendant 4 ans. Et je me suis éclatée. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc j'ai été dentiste pendant 10 ans. Et à côté, par contre, cette envie de créer,
c'est essentiel pour moi en fait, parce que je me pose même pas la question. En fait, à la maison, j'ai tous les apparts que j'ai eu, j'ai une pièce pour mettre ma machine à coudre, mes boîtes avec mes créations. C'est ce que je suis en fait. Voilà, sans jamais vraiment penser que j'en ferais mon job, parce que pour moi c'était pas viable, tout simplement. Et puis dans mon schéma familial, en fait, ça rentrait même pas. Enfin voilà. Et puis j'aimais ce que je faisais. Je suis partie vivre à Barcelone 2 ans après la fac, après ma thèse, et puis en tant que dentiste. Et avec une amie, en fait, on s'est amusé, on s'est loué un atelier. Okay. À côté, moi j'avais le cabinet, elle était éduque, et on s'est amusé à créer des choses, des bijoux en tissu, des sacs, des vêtements, voilà. Et puis petit à petit, comme ça, on a commencé à vendre aux copines, et puis ça a marché, mais c'était vraiment très accessoire. Et en revenant en France, le statut d'auto-entrepreneur venait d'être créé. C'est un statut qui date de 2009. Ouais. Et on m'avait parlé de ça parce qu'avant, vraiment, moi, je me disais, je peux pas monter une société avec ce que je crée, parce que c'était très annexe. Quand on monte une société, il y a énormément de coûts. Ouais. Donc, j'allais pas mettre tous ces coûts-là de gestion d'une société pour gagner 50, 100 euros par mois, comme ça, de petites créations, quoi. Donc, le statut d'auto-entrepreneur permet d'être réglo, de démarcher un peu des boutiques. Donc, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mais je m'éclatais au cabinet aussi à côté, et prof à la fac, j'ai adoré. Donc, j'étais dans le service de pédiatrie. J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. Enfin, c'est vraiment ces 2 activités me plaisaient. On m'a contacté en fait pour ouvrir une boutique de créateurs à Rennes qui s'appelle Tipeee. Ok. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, donc dont je ne fais plus partie dans la gestion, on va dire, mais par contre mes bijoux sont toujours vendus là-bas. Et on m'a proposé de participer à ce projet on est 10 créatrices et on tient la boutique 2 jours par mois chacune. Ce qui est génial parce que ça te permet d'avoir une activité à côté et puis de tester tes produits. Et là, pendant 1 an, ça a très bien marché. J'avais accouché de ma 2e fille et j'arrivais à accumuler tout ça, et c'était vraiment, je m'éclatais. En fait, j'étais au cabinet 2 jours par semaine, 2 grosses journées, et puis à côté, je fabriquais mes bijoux chez moi et je les vendais dans cette boutique. Et c'était génial parce que je voyais que ça fonctionnait, mais j'avais aussi cette frustration et cette schizophrénie quand on a 2 activités. C'est que j'avais envie de faire des choses, faire de la com, faire un site internet, mais j'avais pas le temps. Parce que j'étais 2 jours en cabinet, que fallait que je fabrique, que fallait que je m'occupe de mes 2 filles en bas âge qui avaient 2 ans 3 ans et 1 an à ce moment-là. Et en fait, au cabinet, il y a eu des changements et j'ai eu comme une fenêtre de tir de 6-8 mois. Et je me suis dit, mais tiens, si je profitais pas comme certaines personnes d'une dispo, parce qu'en fait, quand t'es dentiste, il n'y a pas de dispo. Oui, t'es libéral. Ça n'existe pas, les dispos de travail. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, est-ce que je verrais pas ça comme une dispo? Et je me dis, en fait, dans 6-8 mois, je reprendrai soit le cabinet avec ma collègue dentiste pour enfants. Et là, je me dis, j'ai su 8 mois pour faire un peu plus de com, voilà. Donc là, j'ai cherché un coworking dans lequel être. Parce que je voulais pas être que chez moi, parce que déjà j'avais des réflexions comme quoi c'est bien, tu vas t'occuper de tes enfants ou et puis travailler chez soi. Alors quand tu fais du télétravail, alors moi j'ai fait beaucoup de télétravail dans ma vie professionnelle, et ça a un côté plaisant, c'est sûr, mais moi je l'ai fait dans des très bonnes conditions où je suis un bureau, j'ai pas d'enfants, ma compagne est partie toute la journée, elle est dans un bureau. Quand t'as des enfants en bas âge, tu dois t'occuper, c'est autre chose. Voilà, ouais. Et puis il y avait ce truc de, alors je trouve que ça a changé en fait, parce que là je te parle il y a plusieurs années, mais et on va de plus en plus vers le double travail, les slashers, etc. Mais déjà moi j'avais ce truc de t'arrêtes le cabinet pour t'occuper des enfants, ton mari est dentiste, donc il va s'occuper des revenus, alors que c'était pas du tout moi ce pourquoi j'arrêtais et mon combat, parce que je suis assez féministe, donc je voulais aussi avoir un endroit où j'étais dans la journée et que voilà, on m'appelle pas en me disant je peux prendre le café, et ce qui était un peu le cas, voilà. Donc je trouve ce coworking avec une boîte qui fait de la com aussi, et donc là on travaille ensemble. Je trouve génial le principe du coworking. J'encourage tous les entrepreneurs
qui commencent à participer comme ça dans des coworking parce que c'est hyper enrichissant. Ouais, ça apporte de la valeur de fou. Voilà. Parce que ça permet d'échanger. C'est une entraide dans les problématiques qu'on a en tant que tous entrepreneurs, dans les tips, dans les petits tuyaux à se redonner. Ton Instagram, commence-le comme ça. Mais c'est des choses qui se disent entre deux portes. Et donc c'est super enrichissant. Et là, ça a vraiment décollé. Okay. J'étais toujours chez Tipeee, donc comme j'avais plus de temps, j'étais plus créative, je proposais plus de choses, voilà. Et puis là, ça a décollé petit à petit jusqu'à ce que je reçoive un premier CV d'une monteuse bijoux qui me propose ses services. Alors je savais pas du tout comment déléguer. Et je lui dis écoute, viens à l'heure, je te paye à l'heure et puis tu viens et je te donne des choses à faire. Et mine de rien, elle s'est rendue indispensable assez rapidement. Ouais. C'est maintenant une de mes bras droits. Elle était enceinte en fait à ce moment-là, donc elle est repartie en congé mater. J'ai pris quelqu'un d'autre qui est venu aussi comme ça à côté de son boulot. Et là, j'ai fonctionné comme ça pendant de 2016 à 2020 avec ces 2 freelances comme ça, qui avaient d'autres gens pour qui elle travaillait à côté et qui venaient un peu chez Demicel. Et puis là, l'activité a grossi, donc je ne suis pas retournée au cabinet parce qu'il y avait tellement de choses à faire et c'était tellement passionnant en fait, parce que on commence d'auto-entrepreneur et puis développer de la com, du marketing. Moi, en fait, j'adore apprendre. Donc, j'écoutais des podcasts, j'essayais d'apprendre comment mieux gérer mes réseaux, etc. Donc, la marque a augmenté comme ça, petit à petit. J'ai développé les points de vente aussi. Parce qu'en fait, les gens qui ont, par exemple, des boutiques de créateurs à Cholet, à Nantes, ils viennent voir à Rennes ce qui se fait. Donc, ils voient chez Tipeee, ils trouvent que Demicel, c'est sympa et ils disent, où est-ce que je peux acheter Demicel? Et donc, moi, j'avais plus de temps aussi pour faire un catalogue. Et leur dire, moi, c'est ça, mes tarifs pro, etc. Et à développer comme ça. Parce que Rennes a l'air très, très, alors je connais pas très bien le domaine, mais a l'air très actif, parce qu'il y a, au niveau de boutique de créateurs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Tout à fait. C'est quand même impressionnant ce qu'il y a, quoi. Donc c'est un vrai, c'est un vrai. Et ça, c'est récent. Je te dirais que c'est dans les 10 dernières années. Ouais. Parce que tu vois, avant que je parte à Barcelone, justement, moi, je voyais pas comment développer ça. Ça n'existait pas. Donc, le statut d'auto-entrepreneur aussi, mine de rien, a énormément redistribué les cartes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Alors après, ça peut amener de la précarité, il y a des choses à redire, mais c'est quand même un statut qui permet de lancer des activités parallèles, de se donner du sens. Moi, je trouve que c'est génial pour... C'est l'esprit de la loi au début, hein. C'est pour ça que ça a été créé. Oui. Moi, je me rappelle à sa création, c'était vraiment pour dire... vous commencez en tant qu'entrepreneur, c'est une liberté parce qu'une société, on sait que c'est compliqué à créer, même si aujourd'hui c'est beaucoup simplifié, mais ça reste quand même compliqué et coûteux comme tu l'as dit. Mais par contre, le statut d'entrepreneur, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir si un business marche et après partir en entreprise. Bon, le système a parfois été un peu même aujourd'hui a été dévoyé, mais l'esprit, et ce que tu dis est tout à fait vrai, ça a ouvert des portes à plein de monde pour entreprendre. Oui. En fait. Oui, toute personne qui a un salariat à côté et à côté pouvait développer un projet en annexe. Moi, je trouve ça incroyable, même pour le développement personnel. En termes de bien-être au travail, si on a un travail qui est plus routinier, on peut se développer, s'épanouir à côté. Je trouve que c'est vraiment des domaines fascinants. Et donc, j'ai continué comme ça à développer cette auto-entreprise jusqu'au la période du Covid. Où là, ça a été assez complexe parce que d'un coup tout s'arrête, on sait. Moi, je me retrouve chez moi du coup à rapatrier tout mon atelier, tout mon coworking dans mon sous-sol, voilà, et à me dire là, 0 vente évidemment, les boutiques sont fermées. Ouais. Tu n'avais pas de e-commerce? Si, j'avais l'e-commerce, mais là, pendant une semaine, il y a 0 vente. Parce que tout est anesthésié, on est d'accord, tout s'arrête. Et là, je me dis, waouh, un peu la panique quand même, parce que là, je me dis, oh là là, mais j'ai arrêté le cabinet, et voilà. Bon, les cabinets étaient fermés aussi, c'était le problème pour tout le monde, mais un peu ce vent de panique de dire comment là, je vais. Donc là, je me suis émis des podcasts, etc. Comment développer ces réseaux, voilà, toujours dans cette idée de d'être actif en fait, tu vois, d'être proactif. Et donc, je me suis mis à présenter un bijou tous les jours. Tous les soirs en fait, mais pas à prêter, comme tout le monde était en confinement dans le fond du jardin avec mes enfants qui tournent autour, voilà, à faire 20% sur tout le site,
favoriser. La chance que j'avais, c'est que l'e-shop, il était étraîné, il fonctionnait. Okay. Et donc, j'ai fait un peu de web marketing aussi pour booster. Voilà, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Et là, mine de rien, en fait, j'ai fait des chiffres incroyables parce que les gens se sont mis à la vente en ligne. Nous, on était prêtes, en fait. Les enveloppes étaient prêtes, le moyen de livraison était prêt, voilà. Et les gens se sont mis à acheter sur Internet. Et moi, en fait, ça a fait que toutes ces clientes qui, avant le Covid, n'osaient pas acheter sur le site, se sont mis à acheter sur le site et ont vu que le produit qu'elles recevaient, c'était le même que sur le site, en fait, qu'il y avait pas, j'avais peu de retours, que la couleur était bonne, la forme, voilà. C'était conforme à ce qu'elles les attendaient. Donc là, c'était une explosion. J'ai fait pas mal de concours aussi. Vraiment, j'ai vraiment regardé tout ce qui se faisait pour booster ces réseaux. Et je pense que je suis passée de 1000 à 6000 abonnés en 2 mois, tu vois. Ouais, c'était une grosse progression. C'était énorme, voilà. Mais c'était vraiment un travail, cet Instagram et la production à côté. Et d'ailleurs, un travail qui paye aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes suivi par plus de 20 000 personnes. Oui, voilà. Voilà, on a 27 000 abonnés, là, ça y est. Donc ça dépote bien. Et puis, il y a aussi une chose que, alors, et puis tu nous en parleras certainement, mais aussi tu incarnes beaucoup ta marque. Sur Instagram, tu vois, je regardais ça ce matin. Sans dire de bêtises, tu dois présenter tous les 2 ou 3 posts quelque chose, ou être face caméra. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que justement, les créateurs, et même de manière plus générale, les chefs d'entreprise ont souvent du mal à faire ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai appris petit à petit. Et effectivement, j'en ai aussi vu la récompense, entre guillemets. Je me rends compte que je gère différemment mon site internet avec des photos, un shooting pro, des modèles, voilà, quelque chose de beaucoup plus léché. Et mon Instagram, c'est vraiment une communauté de gens qui suivent, qui veulent voir la vie de l'atelier, qui veulent voir comment on porte dans la vraie vie. Parce que voilà, on n'a pas le physique de certains modèles, on n'est pas habillé tous les jours différemment avec des vêtements hyper léchés tous les jours. Faut que la boucle d'oreille elle marche avec un jean blanc et un jean parce que les matins on met ça parce qu'on est pressé et voilà. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi. Et effectivement, j'analyse aussi, tu vois, tous ces posts là. Quand je mets des posts avec des mannequins, les shootings, en fait, il y a moins de répondants. Il faut le faire parce que c'est une ambiance que j'ai envie de donner. Mais j'ai beaucoup plus de répondants quand c'est moi, quand c'est les filles, quand on rigole, quand il y a de la vie autour de ça. Et les gens veulent voir aussi Demi-Sel et l'entreprise parce que en parallèle de tout ça, donc cette création d'entreprise, et il y a aussi moi qui à côté me met dans une dynamique 0 déchet au niveau personnel. Donc il y a 6 ans, je me suis vraiment... j'ai lu un bouquin qui s'appelle La famille 0 déchet qui m'a vraiment ouvert les yeux, mais de manière positive, parce que c'est pas de l'éco-anxiété, c'était vraiment comment on peut agir et tout ça. Donc là, moi, je l'ai appliqué au quotidien, chez moi, avec mes enfants. On fait plus de plastique, tout ça, enfin on fait attention. Et je me suis dit obligatoirement, faut que ça passe aussi dans la sphère professionnelle parce que je vais pas avoir des petits sachets en plastique jetables dans lesquels je mets mes bijoux. Et donc et tout ça c'est des actions en fait qui font du bien, qui font du bien aussi à nos clientes en fait, qui voient qu'il y a une démarche. Et ça aussi ça fait que la marque en fait les gens aiment sur les réseaux parce qu'on parle énormément aussi de comment on recycle, qu'est-ce qu'on récupère, comment on fait. Et c'est du Made in France et les gens, ils ont l'impression aussi de faire bien en s'impliquant aussi dans notre communauté, quoi. Ouais, et puis c'est pas là ce qui est vrai, c'est que comme tu dis, c'est du Made in France, même fait ici à Rennes, et c'est vachement intéressant parce que on va reparler parce que tu as toute une démarche effectivement de recyclage de tous ces éléments-là, et je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le détail dans ces éléments-là, mais c'est vrai que quand on achète, on sait que c'est français. C'est dans une démarche, on voit les gens, c'est du réel. En fait, on a envie de participer et même si c'est loin d'être négatif, mais tu n'es pas sur un marché de luxe. Les prix sont pas sur du luxe inatteignable. Des fois, tu te dis un t-shirt français, ok, mais bon, payer 70 balles, 90 balles, c'est compliqué. Voilà. Donc ça peut être compliqué, mais toi, tu as des produits plus qu'accessibles. Super sympa, c'est vrai que ça donne envie d'acheter, quoi. C'est ça. Et puis c'est vrai que sur cette gestion des réseaux, il y a vraiment... Moi, maintenant, je m'occupe
quasiment plus que des réseaux et du marketing. Parce qu'effectivement, comme tu dis, j'incarne la marque, ça m'anime aussi. Et puis maintenant, j'ai des gens pour fabriquer. Donc moi, je me garde la création. Et puis après, l'idée de grossir aussi. C'est pour ça que ce côté chef d'entreprise, c'est je me crée mon job. En fait, je change de job en permanence. En fait, depuis des années, je m'ennuie pas parce que je découvre le marketing, je découvre le web marketing, je découvre les réseaux sociaux, je découvre le SEO, le SIA, tous ces trucs, ces gros mots là, je m'intéresse et tout ça. Et j'essaye de comprendre en fait comment ça marche et de les maîtriser ou de les apprivoiser entre guillemets. Et voilà, comme c'est toujours moi qui fais. Alors pour la première fois, tu vois, je vais avoir une alternante en com à la rentrée. Ok. Parce qu'en fait, au début, j'osais pas. Parce que je me dis, oui, j'incarne la marque et tout ça. Donc ça fait partie des choix, comme on disait. Mais, par exemple, LinkedIn, Pinterest, TikTok, j'ai pas le temps. Ouais. À un moment, je peux pas. Donc, elle va être servie, je pense, d'alternance, que j'ai une liste longue comme ça dans mon téléphone de tout ce que je vais lui préparer. Mais c'est l'idée d'avoir quelqu'un un peu exécutant aussi dans ce domaine-là que je n'ai pas ici. Donc, c'est pour ça que c'est en permanence en mouvement, tu vois. Où moi, j'ai l'impression de plus en plus d'être le chef d'orchestre, en fait, de tout ça. Et j'ai plein d'idées, en fait, sur ce que je veux mettre sur les réseaux, sur la com, mais toujours en gardant cet état d'esprit fun, accessible, proximité des gens, mais voilà, d'avoir aussi quelqu'un qui va m'aider sur l'exécution, en fait, de tout ça, où ça prend... Hier soir, j'ai fait un réel, j'ai mis 1 heure à le faire, je devais récupérer mes filles, le truc a raté. Je suis arrivée chez moi, il avait disparu. Bah oui. Et je me dis, ce temps-là, mais si je peux juste avoir quelqu'un qui le prend pour moi, tu vois, parce que l'idée, elle est là. Donc voilà, c'est ces choses-là de chef d'entreprise où j'essaye là de déléguer de cette manière-là, en fait. Ouais, et puis il y a moi, c'est ce que... Alors, je pense que, je sais pas si tu le sais, mais moi, j'étais dans une agence digitale précédemment, donc quand tu me parles de SEO, SEA, gestion des réseaux sociaux, je connais bien, c'était un domaine que je pratique pas mal. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on voyait. Et c'est aujourd'hui, moi, ce que je fais. Non, déjà, je me concentre sur un réseau, et c'est toujours ce que je conseille. Puis après, quand on veut développer les réseaux, faut avoir, et c'est pas péjoratif, mais des petites mains derrière qui vont prendre les contenus et les dupliquer, les adapter, tout ça, parce que tout à fait. ça prend un temps fou. En fait. C'est ça, ouais. Et toi, ton rôle, c'est d'être devant la caméra, de faire le truc le plus convaincant possible, à l'incarner le plus possible, puis après, la diffusion. Voilà. Bon. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas ton taf, en fait. Ouais, tout à fait. Mais j'ai mis du temps, hein, tu vois, à sauter ce pas-là, parce que, j'avais l'impression que j'allais perdre la maîtrise du truc. Mais voilà, je l'ai réfléchi. Et quand, en fait, j'ai commencé à faire une liste donc ça, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça important dans les choix et le pourquoi. Quand j'ai commencé à faire une liste il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, je me suis dit, en fait, là, ça, tu vas pas pouvoir faire tout ça à la rentrée. Parce que l'entreprise, elle grossit et que j'ai aussi d'autres choses à gérer. Et je me suis dit, oui, en fait, elle va largement, avoir des choses à faire. Mais c'est intéressant, justement, cette réflexion parce que, et on va aborder la prise de décision de manière un peu plus approfondie, mais, justement, ce fait de se noter, de se dire, j'aimerais bien faire ça, ça, oui. Ça donne ça t'amène à une décision qui te dit, je vais peut-être finalement changer. Oui. Donc, il y a vraiment une réflexion derrière, un mécanisme intéressant qui est derrière, de se dire, je vais pas me dire, ok, je peux le faire, puis je vais voir au fur et à mesure, mais il y a quand même une planification qui est assez intéressante, en fait. Oui, voilà. Ouais, c'est de se dire, à un moment, en fait, je vais pas pouvoir tout faire. Même si, effectivement, je veux pas devenir un chef d'entreprise trop gros avec que j'ai des gestions RH ou de l'administratif ou que de la prise de décision. Moi, je veux garder le côté créatif. En fait, ce que je veux garder, c'est ce que m'a amené, je veux garder le côté créatif dans la com. En fait, je veux être créatif dans ma com, mais comme tu dis, déléguer et ça, c'est des choses que j'apprends et voilà. Et puis à un moment, en fait, quand tu peux plus, parce que tu vois là, j'ai eu aussi le mois de juin a été compliqué, j'ai enchaîné pas mal de choses compliquées. Et j'ai pas été créative sur les réseaux. Et en fait, à un moment, faut que tu délègues parce qu'en fait, tu peux pas. T'es une seule personne à prendre toutes ces décisions. Il faut arriver à déléguer pour te garder toi de l'espace mental. Et j'ai énormément, tu vois, on disait de notes et j'entendais une émission sur France Inter qui parlait de comment se libérer de l'espace mental et pas se faire polluer par les ruminations.
Et il parlait des chefs d'entreprise qui avaient plein de carnets. Et effectivement, moi, j'ai des carnets partout. Et on se moquait de moi l'autre fois à l'heure du digital où j'ai des carnets. Mais en fait, moi, quand j'écris dans un carnet, je pose les choses et je libère mon espace mental, en fait. Et après, je reprends tous mes carnets et puis là, j'organise toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai besoin de les poser quelque part parce que j'ai tellement de décisions à prendre, j'ai tellement de choses à penser que si je me dis, ah non, je vais y repenser, ben, ça marche pas. Ou dans mon téléphone, je vais pas y penser. Et là, tout est étalé sur mon bureau. Et et là, je reprends tout et je synthétise tout ça, quoi. Mais c'est important. Tu vois, comme je te disais un peu avant le podcast, je regarde pas mal aussi tout ce qui est le côté plutôt biologique du cerveau et ça. Et en fait, ce que j'apprenais et je lisais, c'est qu'en fait, on a un cerveau quand même puissant mais limité. Et en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que l'une des choses qu'il disait, c'est que quand on commence à penser à plein de choses, on n'arrive pas à penser à plein de choses. Le cerveau n'est pas fait pour penser à plein de choses. En parallèle, on est souvent sur une décision, on a un focus, après on a des automatismes, des choses comme ça, ok, mais on a un focus. Et ce qui est vachement intéressant, et ce que moi j'invite souvent à faire, c'est de effectivement poser les choses. Alors toi tu le fais sur des cahiers, moi tu vois je le fais sur l'ordinateur, mais c'est parce que j'ai ça. Et encore, pour te dire, en ce moment je suis entre deux emplois, je me fais des post-it à faire des petits carrés, à faire tout ce que je dois faire, avec ma petite checklist. Donc tu vois, et des fois je me dis ah ouais, j'ai ça à faire. Ok, et puis je vais le faire. Mais je pourrais pas vivre sans ça en fait, parce que on dit oui les to-do list, mais en fait moi je pourrais pas vivre sans ça parce que j'ai tellement en fait aussi, moi dans mon propre cerveau beaucoup d'idées, j'en suis là aussi pour ça. Que en fait sinon j'arriverais pas, quoi. Oui. Puis c'est important de se décharger et de c'est dire c'est vraiment se décharger. C'est noté, j'y reviendrai plus tard. Cette idée-là est bonne, ça sera un beau projet pour plus tard. Marque-le quelque part parce que là aussi se parler la somme, se dire là clairement ça tu peux pas le gérer maintenant. Mais le noter et se faire confiance comme tu dis dans le cerveau, mais savoir aussi qu'on est limité et que parfois il y a tellement de choses qu'on peut pas et penser à tout, quoi. Bah ouais, et j'en reviens un peu sur ton parcours que tu nous as expliqué un peu toute la durée. Il y a une étape qu'on n'a pas vue, c'est qui est logique, je pense, mais pas logique. C'est en 2021, tu crées ton coworking. Voilà. À la sortie du Covid, je suppose. Pourquoi cette volonté de créer un coworking, en plus qui n'est pas, je veux dire, traditionnel comme moi je l'entends, c'est-à-dire qui a un pignon sur rue ou qui est alors si tu es dans le centre, mais un peu plus dans le centre, alors que là tu es dans un immeuble d'habitation au 2e étage, voilà. C'est quoi la volonté derrière ? Alors la volonté, en fait, elle vient à la sortie de la période Covid où je suis passée en société. Elle vient d'un truc tout bête, c'est parce que donc quand on est arrivé au Covid, j'avais 2 freelances, 2 auto-entrepreneuses et donc qui avaient elles aussi plusieurs jobs à côté. Et une des 2 me dit en fait ça a été trop précaire pour moi cette période-là, je veux un emploi salarié. Okay. Et je veux, en fait, sans me le demander à moi, parce que moi je l'embauchais 1 jour et demi par semaine, et elle me dit je veux être AVS dans l'éducation nationale. Okay. Et là je me dis waouh, mais je veux la garder parce que et puis je veux qu'elle soit tout le temps avec moi. Et là je me dis en même temps si j'en embauche une, j'embauche l'autre. Donc là c'était waouh, parce que moi qui n'avais jamais voulu avoir mon propre cabinet, pas voulu embaucher d'assistante dentaire. Là, je me retrouvais sortie du Covid, période quand même incertaine, à passer en société, qui était quand même, je savais, un monstre, et à embaucher 2 personnes. Mais je voulais les garder et je voulais, voilà. Et quand en fait, je lui ai dit, est-ce que si je te garde, est-ce que tu vas passer ce truc d'AVS ou est-ce que tu restes avec moi ? Je reste avec toi. On y va, quoi. Et donc là, le comptable me dit oui, les chiffres sont bons, si ça progresse comme ça. Parce que j'avais fait une super période Covid, puisqu'en fait, j'étais toute seule, donc j'avais pas d'autres charges que moi. Et puis, j'avais vendu sur Internet énormément. Donc, et puis on s'est dit, il n'y a pas de raison, en fait. Voilà, donc là, je mets les démarches de passation de société. Quand on dit c'est un gros morceau, je vais pas dire que c'est vraiment énorme, parce que tu as l'impression de payer un truc tous les jours, qu'on te demande 1 000 € tous les jours. C'est impressionnant. Voilà. Donc là, waouh. Donc première salariée. Donc voilà. Et il y en avait plein voilà, les gens ils vont tous de leurs petits conseils. Ah voilà, tu vas voir, ça va tout changer ton rapport avec elle. Voilà. C'est faux.
Ça a été une des plus belles choses. Et ma plus grande fierté, c'est de les embaucher en salariés. Elles sont encore là. C'est une aventure exceptionnelle. Donc là-dessus, voilà. Beaucoup de stress parce qu'en fait, quelques mois après, donc là, on est en 2021. Je passe en société. Je me dis, là, en fait, on était encore en coworking. Donc moi, j'avais un petit bureau. On était toutes serrées tous les trois. Et je me dis, bon, maintenant, elles vont être à temps plein. Je veux qu'on soit bien. Donc, je veux acheter quelque chose. Je veux investir parce que je suis assez aussi, impliquée dans la comptabilité, l'immobilier. Ça, c'est quelque chose où on nous prépare pas suffisamment, je trouve, et encore moins en tant que femme entrepreneuse. J'écoute beaucoup de entreprendre au féminin, tout ça. Et l'autre fois, j'écoutais une conférence sur les femmes et l'immobilier. Et en fait, c'est vraiment un milieu très masculin, l'immobilier. Extrêmement, ouais. Entreprendre et investir, c'est hyper masculin. Moi, j'ai la chance la comptabilité, j'aime ça, de m'impliquer. J'ai trouvé un super cabinet comptable qui me dit, idéalement, vous achetez un local, vous mettez votre société locataire de ce local en SCI, tous ces gros mots, en fait, SCI, holding, tous ces trucs-là. Donc, on dit, ah là là. Et en fait, et je me suis dit, je vais acheter un appartement dans lequel je vais me mettre, et pour que les loyers soient un peu moins difficiles pour moi, je vais prendre des coworkers, parce qu'en plus j'adorais le coworking, que j'en faisais déjà depuis 5 ans, et aussi parce que je trouve que ça met on n'est pas que dans ma boîte, on est aussi avec d'autres gens. C'est hyper enrichissant au déjeuner le midi, le matin, au café, de croiser d'autres entreprises, de garder l'échange. Donc en gros, je prévoyais plus petit, mais on a eu le coup de cœur pour cet appartement. Qui était en lambeaux, et en fait, donc on a acheté ça avec mon mari en SCI, et ça fait 135 mètres carrés. Donc j'ai gardé la grande pièce de vie pour mettre demi-sel, et il y a location de bureau pour mettre des coworkers. Okay. Donc on est 10-12 au max à vivre dans ce lieu qui est... Alors, je suis pas un coworking ouvert au public où les gens peuvent venir à la journée. C'est comme des bureaux partagés, en fait. Ça me permettait, moi, sur le montage financier, de rentrer dans les frais pour que Demi-Sel n'ait pas tout le loyer. Et tu vois, là, ça commence à grossir. Donc, Demi-Sel va récupérer des bureaux à la fin de l'année parce que... c'est aussi la souplesse que ça t'autorise. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, j'achète tout ça. Peut-être qu'un jour, Demi-Sel occupera tout l'espace. Mais pour l'instant, je vais le louer. Voilà. Donc ça, c'était le montage et l'idée, de partager. Mais c'est vraiment ces décisions-là, je trouve, d'immobilier. Et j'essaie d'en parler beaucoup quand je suis interviewée, parce que je trouve que c'est hyper important. L'autre fois, j'ai fait une masterclass avec que des femmes entrepreneuses, et personne, en fait, n'avait cette réflexion-là d'investir pour le long terme, parce que sinon on se dit oui, je redonne tout, je suis en société, je suis ponctionnée à fond par l'URSSAF. Il faut se préparer, il faut faire des montages, il faut se faire aider, en fait, c'est hyper important. C'est vachement intéressant, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que l'immobilier, c'est aujourd'hui... Alors, je parle pas de l'immobilier de particulier ou d'entreprise, mais c'est un métier extrêmement d'homme, comme l'entreprise. En professionnel, ouais. En professionnel, c'est impressionnant. Et je sais pas toi, mais moi, je me fais pas mal bombarder de pubs, de gens qui disent qu'il faut investir, il faut être entier, machin, tout ce truc-là. Moi, l'immobilier, c'est un sujet qui m'intéresse également, mais en fait, c'est que des mecs qui font des formations. Donc, pour moi, c'est énorme. Et c'est représentatif de ce que c'est, ce métier-là. Et donc, c'est pour ça, tu vois, je découvre ça, et c'est vachement intéressant. Et je suis complètement d'accord que c'est vachement important d'investir dans l'immobilier, de faire comme tu le fais, de se faire aider pour monter un vrai projet immobilier. Et puis après, en plus, aujourd'hui, à moins que l'immobilier se crache, mais bon, ça reste de la pierre, ça reste pérenne. Tout à fait. Tu vois, même aujourd'hui, je pense que demain, vous occupez tous les locaux, vous êtes trop petit, soit tu le reconvertis en appartement, soit tu le remets en coworking complètement. Ouais. Donc en fait, c'est jamais perdu, entre guillemets. Non, et puis c'est vrai que on a eu la chance d'investir à un moment où les agents immobiliers avaient beaucoup trop estimé cet appartement qui est resté 6 mois en vente. Nous, quand on est arrivé, en fait, une autre agence avait pris, avait dit non, mais ça vaut pas ça, il y avait des travaux, enfin voilà. Un particulier l'achetait, il y avait beaucoup trop de travaux, fallait faire un IPN, tout ça. Moi, j'arrivais, les pièces, elles étaient déjà définies.
Tu vois, donc j'ai fait les démarches auprès de la Rennes Métropole, un changement d'usage, voilà. Et parce que pareil, tout ça, faut s'intéresser. Ah oui. Donc ça prend du temps, tu vois, de dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme démarche, tout ça. Mais bon, ben voilà, et c'est là où tu vois, oui, je donne beaucoup d'argent à l'URSSAF, mais en même temps, je me dis bon, ben voilà, en fait, ça c'est ma retraite, en fait, tout ça. Et ça, c'est des trucs qu'il faut, il faut parler en fait aux gens. Et effectivement, tu vois, c'est très masculin. Mais il y a aussi plein d'hommes qui sont pas au courant et c'est des gros mots en fait vraiment. Moi j'ai l'impression que quand on parle de SCI c'est là, oh là, là. En fait on n'est pas obligé d'être multimillionnaire pour monter une SCI, pour réfléchir à ces choses-là et d'investir avec ta société. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en tant que société. C'est pour ça qu'il faut être hyper bien accompagné d'un bon comptable parce que on peut, il y a plein d'astuces et qui sont pas forcément comment dire pas je contourne pas le système, je fais le système en fait. Tu joues. Non, je joue pas. Je fais le système parce que j'utilise le système tel qu'il est fait mais on est encore une fois dans un milieu très chef d'entreprise masculin. De grosses entreprises, oui, ok, mais même les petites entreprises peuvent arriver à faire en sorte que moi j'ai une connaissance qui est plombier, il me dit là je redonne tout, mais il a une comptable qui ne l'accompagne pas du tout, qui lui le culpabilise quand il achète une cafetière pour son local. Voilà, enfin je veux dire, c'est insensé. Il y a un moment, le système en France, il est fait aussi pour favoriser les entrepreneurs, parce que c'est nous qui consommons, c'est nous qui consommons les restaurants le midi, c'est nous qui consommons la TVA, c'est nous qui alimentons la TVA. Moi, j'ai un retour de TVA monstrueux tous les mois, mais je fais fonctionner aussi. Mais c'est vrai que tout ça, parler d'argent, c'est complexe et il faut y aller, il faut prendre le truc à bras le corps. Et quand on le maîtrise, c'est aussi encore une corde à l'arc du chef d'entreprise de maîtrise, mais c'est satisfaisant aussi de pas avoir l'impression de. Moi, j'ai pas de problème l'autre fois, le comptable me reçoit en me disant, j'ai une mauvaise nouvelle, il y a tant d'impôts sur la société. Je dis, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est que vous gagnez bien votre vie. Mais oui. Je dis, mais moi, je le calcule ça tout le temps dans ma tête. Je sais que ce qui rentre sur le compte n'est pas mon argent. Oui. Et ça, c'est des choses c'est vachement plus allégeant psychologiquement de fonctionner comme ça que de se dire, oh là là, tout ce que je redonne et voilà, quoi. Et je peux témoigner parce que justement, moi, mon entreprise vient de se faire liquider. Judiciairement, donc suite à des problèmes financiers et tout ça, mais l'URSSAF qu'on payait tous les mois, aujourd'hui m'assure un très bon chômage qui me permet de déjà faire ces podcasts, puis de chercher tranquillement du travail. Donc c'est aussi des choses qu'il faut voir, et il y a aussi cet aspect-là. Alors je sais pas quel est ton statut en tant que dirigeante. Je suis libérale, je suis chef gérante, statut de gérante. Tu es pas salariée, enfin non, dirigeante salariée. Je peux pas, non. Vous êtes en SARL. Ah oui, vous n'êtes pas en SAS. Non, non, parce qu'au niveau comme on n'est pas en prestation, on vend de la matière. Enfin, tu vois, on est voilà. Parce que c'est vrai qu'en SAS, tu peux te mettre dirigeant salarié, ça a des avantages et tout ça. Donc tu payes pas autant t'es pas autant couvert, mais c'est intéressant. Mais voilà, après moi j'ai pas de problème avec le statut libéral. De toute façon, je suis née libérale entre guillemets, tu vois. Je suis pas partie moi j'ai jamais été salariée, sauf les 4 ans de fac, mais à côté j'étais libérale, donc tu vois, j'ai pas une mentalité de salarié. Donc de toute façon moi ça me pose pas de problème, je sais que j'aurai pas le chômage, je sais que j'ai pas d'arrêt maladie, voilà, c'est. Et puis c'est aussi peut-être ça que t'as une éducation, alors une éducation, je parle comme t'as été libéral, tu sais aussi, et je me souviens de ce que tu disais, c'est que quand t'as l'argent qui rentre sur ton compte professionnel bien sûr, c'est pas ton argent, parce que en libéral, en fait tu reçois l'argent, mais en fait t'en reverses plus de 50%. Il y a 20% déjà qui part en TVA sur tout le chiffre d'affaires qui rentre. Après, moi, dès qu'il y a 45%, moi je veux me sortir 1 000 euros pour moi, il y a 45% qui part à l'État. Voilà, il y a les charges, il y a énormément de trucs. Donc j'ai déjà ce mental-là, tu vois, de se dire que voilà, c'est une société et c'est pour ça que voilà, quand le comptable me dit oh là là, mauvaise nouvelle, non, en fait, voilà, ça fonctionne. Et puis bon, j'ai la chance que ça marche aussi, tu vois. Je suis pas en train de compter tous les mois, me dire là, je vais pas pouvoir payer les salariés. C'est aussi une chance énorme, quoi. Je voudrais revenir un peu sur et aborder cette deuxième partie qui est la prise de décision, même si on a déjà beaucoup parlé. Oui. Tu parlais justement je voudrais parler de deux choses, qui est un peu la gestion d'entreprise, et je vais continuer, mais aussi de la création de bijoux.
Justement, on parle de gestion d'entreprise de manière générale. Comment toi, aujourd'hui, tu approches la prise de décision, le raisonnement pour les grandes décisions que tu dois prendre pour ta société? Est-ce que tu as une méthodologie? Est-ce que c'est plus instinctif? Comment tu fais aujourd'hui? Alors déjà, on est en open space et je prends jamais de décision sans en parler à l'équipe. Donc il y a vraiment on n'est pas complètement sur une hiérarchie horizontale, mais on est quand même dans ce partage. Je prends toujours la décision finale, mais je parle tout le temps à l'équipe des choses qui se passent pour l'entreprise, pour qu'il y ait aussi une participation, une implication. Je sais que je suis un être humain qui prend pas toujours les bonnes décisions, etc. Donc je prends des avis. Voilà. Après, je fais ma sauce et je suis aussi très instinctive. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je sens pas, en général, je ne le fais pas. Et je saurais pas t'expliquer pourquoi. Parce qu'après, on dit, en fait, l'instinct, c'est pas un bon mot, c'est qu'en fait, t'as déjà, je pense, anticipé toutes les petites choses qui fait que, à un moment, ton cerveau te dit, non, en fait, ça va pas. Mais pas, ça vient pas, c'est pas de la magie, en fait. Je pense que c'est... Complètement. Ouais. Mais pour moi, alors c'est vrai que quand je parle d'instinct aussi, je pourrais parler aussi d'expérience. Oui. Parce que pour moi, l'instinct, c'est en fait la somme des expériences. Et c'est pour ça que moi, dans le podcast, je parle beaucoup de ton expérience professionnelle. Parce que c'est ça qui va te faire qu'aujourd'hui, tu vas prendre ces décisions parce que tu as vécu des choses qui te font dire, ah, ça, ok, bon. Et des fois, on transpose les choses. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Par exemple, peut-être l'achat immobilier d'un achat immobilier pour ton entreprise. Tu te dis, bon, j'ai jamais fait. Mais tu as peut-être déjà fait un achat immobilier pour toi personnellement, donc tu transposes et tu sais si c'est plutôt une bonne idée ou pas idée. Ok, mais c'est vachement intéressant, même si tu me disais tout à l'heure que tu avais quand même des choses où tu notais certaines choses qui t'amenaient à des décisions. Ah oui, tout à fait. Toutes ces choses, les choses que note, ça va plutôt être des projets. La créativité, les idées, etc. Sur les décisions, voilà, c'est vraiment déjà quelque chose de collectif parce que j'ai vraiment... Alors ça fait partie aussi du management que je mets en place depuis 6 ans, 7 ans maintenant. C'est pour moi le social est aussi hyper important dans l'entreprise. Donc l'idée c'est que les gens soient bien. Donc d'impliquer les gens. Moi j'ai que des femmes qui travaillent avec moi. Pour la plupart ont des enfants. Moi je conçois pas que interdire d'aller à une sortie scolaire, elles récupèrent leurs heures. Voilà, on fait les 35 heures sur 4 jours. Ça donne une souplesse. D'accord. Donc, par exemple, lundi, je vais en sortie scolaire, j'ai rendez-vous, tu fais un travail mercredi à la place, où tu le récupéreras, ou voilà. Pour aussi, tu vois que elles perdent pas de salaire, pour pas qu'elles posent des jours, voilà. Énormément de souplesse pour que tout le monde soit bien, en fait. Parce que je pense que quand t'es frustré, au travail, t'es pas bien, tu mets des arrêts de travail, tu consommes des médicaments, tu fais un burn-out, t'es en dépression, tout ça, ou tu pars. Et tout ça, ça fait aussi partie pour moi du développement durable et de l'écologie. Quand j'étais dentiste, en fait, quand j'étais prof à la fac, j'ai accompagné un étudiant sur écologie et cabinet dentaire. Ok. Sur sa thèse. C'est moi qui lui ai dit, ah là là, il faut qu'on fasse un sujet sur l'écologie. Ça n'a jamais été fait. On a fait cabinet dentaire et développement durable. Et là, moi, j'ai appris énormément, parce que du coup, je le suis pendant 1 an sur sa thèse, qu'il n'y a pas que l'écologie. Il n'y a pas que consommer propre qui fait qu'on est dans le développement durable. C'est le social aussi. C'est que les gens soient bien. Et les gens qui sont bien au travail, ils vont moins consommer de médecins. Ils vont être mieux. Ils vont moins développer de cancer. Ils vont moins développer de maladies professionnelles. Voilà. Et tout ça, en fait, j'ai appris tout ça. Et c'est des choses qui m'impliquent. Donc, il y a les versants écologie dans ma matière, dans ma fabrication. Et il y a le versant social, en fait, dans le développement durable de mon entreprise. Donc, et ce côté-là, impliquer tes salariés, les avantages sociaux, tout ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis énormément dans les décisions. Et la prise de décision globale, je trouve qu'elle en fait partie. Parce que comme ça, tout le monde est acteur aussi de ce que va faire Demicel, etc. Alors des fois, je prends des décisions et puis je prends jamais de décision contre l'avis général, je tranche. Et en général, ça se passe plutôt bien. Ouais. C'est vachement important. Alors ça dépend des dimensions d'entreprise. Mais tu vois, comme je disais, j'étais en podcast hier où j'étais avec quelqu'un qui me disait, eux, ils sont 5 cofondateurs actifs et 7 cofondateurs.
et il disait qu'il discutait, il aimait beaucoup cet échange aussi. Bien sûr. Est-ce que toi, tu es seule formatrice, tu retrouves ça avec peut-être tes salariés où tu échanges, et c'est là où tu as ce que moi j'appelle un peu du punching ball, du sparring, où en fait tu peux réfléchir très très bien, mais à un moment tu ne réfléchis jamais à tout. Ah bah non, c'est impossible. Un point de vue frais et tout ça. Donc c'est vachement intéressant. C'est admettre que en fait je ne peux pas tout réfléchir, que je prends pas que des bonnes décisions. C'est d'être bien entouré et de bien s'entourer. Donc moi j'ai pas d'associé. Donc c'est vrai que je suis toute seule. Les seules complexités, on va dire, c'est les RH où au final c'est moi toute seule à la fin. L'idée c'est d'avoir le moins de problèmes de RH. Donc ce qui fait qu'aussi je ne vais pas ouvrir une usine de micelles parce que je ferai plus que ça. Enfin, clairement. Après, tu fais de la gestion humaine. Tu fais de la gestion humaine et c'est quand même très compliqué. Là, j'ai essuyé un plâtre au mois de juin très compliqué avec quelqu'un qui était juste venu pour un remplacement. Ça m'a échappé, donc arrêt de travail pendant 1 mois et demi. Je n'avais jamais eu ça en 7 ans. Enfin, voilà, ça m'a échappé et après c'est très bien parce qu'en fait, ça m'a montré que cette personne-là, elle pouvait pas faire partie de l'équipe sur le long terme. Donc, finalement, j'ai pris les bonnes décisions. Mais là, c'est moi qui prends, en fait. C'est quand j'ai décidé de ne pas garder cette personne-là sur le long terme, ça a mal tourné. Mais en même temps, je me dis, voilà, le sale boulot, c'était à moi de le faire. De pas la prendre, de pas la garder. Bon, ça s'en est suivi d'1 mois et demi de grosses difficultés parce qu'on avait... j'ai un de mes bras droits qui est en congé maternité... une autre qui avait posé ses congés. Enfin voilà, ça a été un mois de juin très difficile avec des périodes, comme on dit, moi c'est une période juin qui est compliquée parce qu'on prépare une nouvelle collection et tout ça. À me retrouver à répondre aux mails de SAV, à faire la logistique, des choses que je fais plus depuis 2 ans. Enfin voilà. Faut remettre les mains dans le cambouis. Remettre les mains dans le cambouis et pas pouvoir faire. Donc tu vois, j'ai été absente des réseaux quasiment pendant 2 semaines. Enfin voilà. Et là, je me suis dit c'est quand même toi, là, Sab, sur les grosses décisions qui prend. Qui est pas dormi parce que le RH c'est ça. Et c'était la première fois que j'ai essuyé ce plâtre-là. Donc voilà, c'est très formateur parce que je me suis quand même encore une fois fait confiance en me disant sur le long terme ça ne va pas le faire, je veux pas que ça continue. Mais il a fallu en passer par 1 mois et demi très difficile d'absence, donc toujours m'écouter, ça c'est sûr. Mais te dire que c'est quand même toi les RH qui décident de tout quoi. Et justement quand tu ne peux, parce que ça c'est des formes de décision où tu peux en discuter mais c'est quand même compliqué parce qu'à un moment c'est effectivement le RH, c'est pour moi une des seules parties où t'es seul. Mais est-ce que tu es accompagné un peu sur l'autre côté qui est alors dans les grandes entreprises on appelle ça des boards, mais des gens un peu plus externes qui peuvent venir te conseiller. Est-ce que tu as ce genre de conseils? Alors non, je t'avoue que j'ai tout fait toute seule depuis le début. Après, j'ai des amis entrepreneurs. Mine de rien, tu vois, mon mari est dentiste, donc il gère aussi un cabinet où il a une associée, 3 salariés, voilà. J'ai une bonne partie de mes très bonnes amies qui sont dentistes, parce que c'est une copine de promo. J'ai des amies entrepreneuses aussi avec qui on discute beaucoup. Donc on partage, tu vois. Ça, c'est plus du partage. Après, j'ai jamais eu de mentor ou quelqu'un qui m'a chapeauté, voilà. Après, je me souviens d'un truc. C'est que quand j'ai lancé Demi-Sel, beaucoup de choses à faire, mes filles étaient très petites, j'ai frôlé un peu le burn-out et je me suis dit faut que je me fasse accompagner. Donc là j'ai été chez BGE 35 qui est un organisme de, tu vois, KED, et j'ai eu un rendez-vous d'1 heure et la fille m'a dit mais en fait je peux pas vous accompagner parce qu'en fait c'est déjà fait tout ça. Enfin votre entreprise elle est déjà montée, c'est parti, enfin voilà, moi je vous accompagne pas à la création, c'est tout est créé. Elle dit par contre là je vous vois dans un état de détresse et je vais vous montrer quelque chose, et elle m'a sorti une feuille avec un espèce de diagramme d'étoile avec un chef d'entreprise au milieu et plein de flèches qui partaient sur tout ce qu'un chef d'entreprise avait à faire. Donc ça passe de l'achat du papier toilette à acheter ses fournisseurs, à faire la com, les réseaux, gérer ses stocks, voilà. Et ça remplissait la feuille en fait. Et ce truc m'a fait un bien fou en fait, me dire mais waouh, en fait c'est tout ça que j'ai à faire, et c'est vrai en fait, tu vois. Et je l'ai affiché dans mon bureau pendant longtemps et je le regardais et me disais ça c'est normal que ce soit dur. Et à côté j'avais des enfants en bas âge, donc avec tout ce qui est charge mentale, etc., tu vois. Et ce truc, c'est ce moment où en fait ça m'a fait du bien de dire voilà, en fait c'est pas toi qui y arrives pas,
C'est juste que la tâche, elle est tellement monstrueuse que c'est énorme, quoi. En fait, c'est que elle m'avait dit, mais attendez, vous faites 10 jobs en même temps. Ah bah, oui. Donc, c'est normal que vous soyez dans un état, elle me dit, en plus, avec des enfants en bas âge, vous êtes, en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je veux retourner au cabinet. Enfin, voilà, je voulais retourner parce que moi, j'avais été en plus au cabinet salariat, donc je n'avais jamais eu cette gestion globale d'une entreprise, donc, et j'avais envie de retourner, de me mettre dans un petit coin là, et en fait, ça m'a donné un peu de force, tu vois, qu'on me comprenne et qu'on me dise, non, mais c'est normal en fait que. Après, j'aime bien aussi dire, j'ai fait une psychothérapie à la naissance de mes enfants pour plus des choses personnelles. Et ça aussi, ça m'a énormément aidé. C'est une béquille, tu vois. Je trouve que ça, c'est pas un mentor business, mais c'est quelqu'un, parce que tu vois, passer les premières années où tu démêles les problèmes personnels liés à ton enfance et tout ça, et ben après, c'était quand même un rendez-vous plus, tu vois, de discussion de mes difficultés de chef d'entreprise. Donc, c'est pas un mentor, tu vois, c'est pas un coach. Ça permet d'en parler. Mais c'est une psychothérapie. Moi, j'invite tous les chefs d'entreprise à être suivis parce que ça t'aide, en fait. C'est tellement lourd, tout ce que tu portes, que faut avoir une soupape, quoi. Soit avec un coach, un psy, un mentor, mais c'est effectivement un peu le sens de ma question. C'est que pour l'avoir vécu et pour avoir discuté avec beaucoup de gens, en fait, avoir des gens avec qui discuter... il y a la partie, je discute avec mes salariés qui peut être très très intéressant, mais à un moment il y a des choses qu'on peut pas discuter avec les salariés. Oui. Et en fait, parce qu'il y a quand même ce rôle de chef d'entreprise. Alors même si on est très ouvert, bien sûr. Mais à un moment, discuter avec d'autres personnes qui comprennent ou qui peuvent apporter une idée nouvelle, c'est vachement important. Et c'est là où je te rejoins complètement. Moi, c'est ce que je recommande à tout chef d'entreprise qui commence ou même qui travaille, c'est de sortir en réseau ou se faire aider par des coachs, des choses comme ça. Moi, pendant longtemps, j'étais contre les coachs, je me disais, ça sert à rien. Puis en fait, je l'ai fait. Et en fait, je m'attends pas à ce qu'ils m'aident, en fait. Je m'attends juste à ce qu'ils m'aident à réfléchir. Ouais, c'est ça. Contribuer à ma réflexion. En fait, c'est moi qui fais le boulot. Ouais. Mais eux, ils sont là pour dire, tiens, est-ce que je te ferais pas avancer un peu par là? Tiens, t'as regardé dans cette direction? Tiens, t'as fait ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, peut-être, toi, le chemin que par lequel tu as fait, mais voilà, il faut, pour moi, parler à des gens qui peuvent t'écouter et te comprendre. Bah c'est, tu vois, dans les décisions et dans les choses, moi, de ma vie de chef d'entreprise, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. J'ai fait une formation de coach l'année dernière, coach en business. Okay. Alors là, pour l'instant, j'ai pas le temps de la mettre en place, mais j'ai adoré. Donc, j'ai suivi lors de cette formation 2 personnes, de créateurs d'entreprise. Donc, c'était vraiment coach business. Hein. Okay. Après, forcément, ça va sur l'aspect privé. Forcément. De toute façon, au moment, mais j'ai trouvé ça passionnant, en fait, d'accompagner. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer aussi sur le long terme. De me garder, moi, un petit espace comme ça, tu vois, pour développer ça. Okay. En le redisant, je me dis, purée, Sab, tu l'as oublié, là, depuis 6 mois, cet espace-là. Faut le noter quelque part. Non, j'ai fait, tu vois, dans un coworking, là, qui s'appelle Palpite à Rennes, j'ai été faire une après-midi de speed coaching. J'avais cette envie-là, et puis Anne-Claire, qui gère ce coworking, m'a dit, ah, c'est top. Et j'ai vu 4 personnes dans l'après-midi, juste sur des problématiques qui venaient, et puis on démêlait, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer, parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai une petite expérience quand même. Et puis, le fait d'avoir appris à être coach, je trouve ça super intéressant de partager. Puis moi, j'aime beaucoup partager. Donc, je me dis, si je peux partager un peu de cette expérience, que les gens, de leur éviter, en fait, les difficultés que j'ai pu avoir, je trouve ça chouette, quoi. Oui, et puis surtout que t'as une très belle expérience sur comment monter une entreprise de produits. Oui. Et puis de la faire grandir avec des étapes plutôt difficiles, dans le sens Covid, toutes les étapes que tu as pu passer, donc c'est vachement intéressant et tu as sûrement un gros background pour dire tu veux faire ça, est-ce que tu as pensé à ça ou est-ce que attention tu vas te vouloir ça et tout ça, donc c'est vrai que le coaching c'est ça, comme tu dis, c'est d'amener. Alors c'était rigolo parce que dans ma formation j'étais presque trop consultante, tu vois. Je me disais mais non, mais là c'est du consulting, ça c'est pas parce que moi j'avais envie de dire non, fais ça pour aller plus vite, quoi. Et effectivement le coaching c'est vraiment d'amener la personne à prendre sa décision elle-même et pas lui amener tout un plateau. Fais un concours à ça sur Instagram et tout ça. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que tout ça. Et puis moi, cette formation de coaching, mine de rien, l'année dernière, m'a aidé aussi dans ma réflexion par rapport à mon poste de chef d'entreprise. Parce que tu vois, depuis 2 ans, je
je vis un truc. Enfin, tu vois, des fois, j'ai l'impression de tenir 6 chiens enragés en laisse et d'essayer de pas tomber, tu vois. C'est du positif. Ouais. Mais tout le monde dit, mais c'est des bons problèmes. Ouais, mais ça va très vite, tu vois. Et ça va très vite. Et du coup, il faut pas se casser la figure, quoi. Ouais. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser tout ça. Donc, ça m'a aidé, moi aussi, la formation en coaching, puisque forcément, quand tu formes en coaching, tu fais des réunions d'équipe avec les autres coachs et tout ça. Donc, ça permet aussi de chacun, un peu, on s'auto-coachait entre nous. Donc, ça, c'était vachement intéressant aussi. Mais il faut pas rester tout seul. Ça, c'est vraiment la chose. Je voudrais revenir sur un point avant de passer sur la partie plutôt bijoux. C'est parce que aussi, t'en as déjà parlé plusieurs fois, mais t'as vraiment des valeurs très fortes. Oui. Au sein de l'entreprise, qui sont, je reprends mes petites notes, qui est quand même le recyclage, vegan, écologie. Oui. On pourrait dire ça, c'est des contraintes que tu te mets, parce que si tu pourrais dire, je fais mes bijoux en Chine, oui. Voilà, ça me coûte beaucoup moins cher, je fais plus de marge, machin, tout ça. Tu nous as expliqué aussi un peu toi d'où ça vient, mais comment ça impacte un peu ta prise de décision, comment tu mets ça en place, en fait? En fait, je me pose pas la question. Il faut forcément que ce soit comme ça. Okay. Donc, du coup, toutes les décisions sont dirigées vers ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va acheter, tout ce dont on a besoin, on va essayer de voir si, quelqu'un l'a pas chez lui. Truc bête. Là, on avait un truc pour meuler parce qu'on avait des pièces qui tenaient pas. Joanne l'avait chez elle, elle s'en servait pas. C'est un truc bête, mais on le met là. Enfin, un des rouleurs de scotch, t'en as chez toi, tu t'en sers jamais, ou il est dans ton carton pour la braderie, tu l'amènes. La machine pour couper, j'ai longtemps fait sur une énorme presse hydraulique électrique. Je me suis renseignée si je pouvais pas avoir une presse manuelle. Et je me suis rendu compte que ça faisait le même job. Ouais. Pas d'électricité, tout en se disant qu'il fallait pas que les salariés elles aient très mal au bras et tout ça. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Okay. Tu vois, les cartons, on envoie des bijoux dans les cartons aux boutiques. J'ai jamais acheté un seul carton. On recycle, donc on se renseigne. Là, on a un fournisseur qui s'appelle La Droguerie. On a le copain d'une des filles qui est dans l'informatique qui nous garde les petits cartons. Donc, c'est sûr qu'on se met de la contrainte. Oui. Parce qu'on va chercher, tiens, est-ce que tu peux passer chercher les cartons? On a à l'hôpital des clientes qui... puis je fais du troc aussi. Ok. Donc, par exemple, on a une cliente qui nous ramène des sachets de l'hôpital. Donc, on lui offre une petite paire de boucles d'oreilles parce qu'elle fait ça. Enfin, voilà. Moi, j'adore, en fait, ça. Je trouve ça génial. C'est revenir à des fondements anciens, de se dire, la personne est hyper contente de récupérer tous les sacs plastiques à l'hôpital qui servent à rien parce que c'est des trucs à usage unique. Voilà. Et elle est hyper contente parce qu'on lui offre une petite paire. Et vous, ça vous permet d'avoir... Et nous, en termes d'éthique, c'est génial, tu vois. On met tous nos bijoux qu'on envoie aux revendeurs dans ces sachets en plastique. Ils ont une seconde vie. Je récupère tout le papier. J'achète pas de papier brouillon, en fait. Je récupère tout du cabinet de mon mari. Enfin, voilà, en fait, c'est réflexion globale. Puis ça s'est impliqué. Tout le monde essaye de venir en transport en commun, en vélo. Les repas le midi, tu vois bien que tout le monde amène sa gamelle. Enfin, je sais pas. En fait, quand tu rentres là-dedans, en fait, tu peux plus revenir en arrière. C'est un cercle vertueux. Voilà. Et tu peux pas, avancer, tu vois. Et puis, en fait, sur le cuir, oui. Effectivement, des fois, un doré, c'est difficile à trouver. Je sais très bien chez qui je peux aller pour trouver un doré qui suit un fournisseur qui fait fabriquer en Italie en permanence ce doré. Déjà, il va me coûter très cher. Et il va pas être zéro déchet. Donc, il y a des endroits comme la Réserve des Arts, des entrepôts où on récupère le déstockage. On va déjà voir là ce qu'on peut trouver, tout ça. Okay. Sur la partie vegan, c'est Leslie qui est un de mes bras droits qui est végétarienne. Et elle me dit, c'est pas possible, faut qu'on trouve un textile. Donc il se passait pas grand chose, c'était des cuirs de champignons, des cuirs de pommes, voilà, des trucs un peu marrons, c'est pas du tout les couleurs de demi-sel, gris et tout ça. Et elle a vraiment creusé, elle a trouvé cette marque là qui s'appelle Pignatex et qui fait donc c'est une boîte avec une super éthique, c'est une boîte anglaise. Donc par contre, ils font fabriquer là où il y a des ananas en Équateur. Mais bon, c'est très propre, mais après, t'es obligé de faire aussi avec l'autre bout du monde, sur certains trucs. Tu peux pas. Et ils ont fait une belle matière qui ressemble à du cuir.
C'est un cuir d'ananas. Et donc, nous, on a commencé une gamme il y a 4 ans avec ça. Et les couleurs étaient plutôt sympas. T'avais de l'argenté, du doré. Donc, on a fait toute une gamme vegan. Et l'année dernière, il y a cette marque-là, Sissi la paillette, qui font des paillettes biodégradables. Donc pareil, une start-up française qui en avait marre des paillettes en plastique parce que c'est aussi assez polluant, a cherché verre à soie, tout ça pour faire un truc. Verre à soie, c'est pas vegan, hein, bien sûr, mais il y a aussi une partie qui est vegan dans leur gamme. Et l'idée, c'est nous, on a acheté que les paillettes qui sont véganes et on a fabriqué notre propre textile. Ok. Donc on s'est dit, mais attends, si on collait ces paillettes sur notre cuir vegan, là, on a une nouvelle matière en fait. Et on a un nouveau tissu. Et donc là, on a commencé à créer notre ligne de bijoux avec... Donc tu vois, en fait, tous ces mots, R&D, tout ça, on le fait, mais sans s'en rendre compte. Ouais, tu vois, j'ai pas un service R&D où il y a quelqu'un qui... Mais Leslie, elle fait de la fabrication et en fabriquant, elle a des idées. Et en fait, elle me dit, ah non, mais ça, on pourrait faire ça, voilà. Et on est à côté, tu vois, moi, je suis pas dans un bureau fermé où je fais des réunions. C'est-à-dire que les réunions, elles sont un peu en permanence. Donc après, je sais pas jusqu'où ça ira, tu vois, mais... Dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, on le dit. Et tu vois, Leslie est à côté de moi, ça crée un engouement créatif. Et ah ouais, mais attends, on va faire un concours avec cette marque-là. Mais attends, mais on pourrait carrément les coller. Bah attends, on va essayer de les coller sur... Et puis voilà, et là, on s'arrête de faire ce qu'on fait. Et puis, on fait un test de collage. Et là, on a un truc super. Alors au début, les paillettes partaient. Donc, on rajoute un produit par-dessus. Et puis là, on a une collection qui fonctionne hyper bien, quoi. D'ailleurs, des manips qu'on peut voir sur Instagram. Je me rappelle d'avoir vu un post où il y a des paillettes. Voilà, sur la fabrication et tout ça. Donc ça, c'est le développement de la marque, tu vois. Elle vient aussi à des moments comme ça où on est en équipe. C'est pour ça, les décisions, je les prends pas toute seule et on est vraiment dans un partage, quoi. Et justement, j'en viens à la partie bijoux en eux-mêmes. Je suppose que, comment se passe la création? Parce que, alors, il y a deux parties. Comment vous imaginez les produits? Parce que je pense que vous l'imaginez tous ensemble. Et tu me disais tout au début que tu gardais beaucoup la partie création. Toi, tu travaillais beaucoup sur la partie création. Et comment tu gères, la deuxième question, c'est parce que forcément, il y a des produits qui plaisent plus que d'autres. Comment toi, tu appréhendes ça et comment tu vois ces éléments-là, en fait? Ouais. Alors, on fait 2 collections par an. Okay. Donc l'idée, c'est de faire une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Alors je fais pas comme les grandes marques où je la prévois 1 an en avance, parce que je t'avoue qu'on est charrette depuis le début déjà, donc à anticiper c'est compliqué. Donc moi, tu vois, en juin, je commence à réfléchir à la collection pour septembre, pour l'hiver. Et il y a aussi le fait que c'est un peu bête, mais 1 an avant, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur 1 an après. Que ça m'arrive des fois de là aller chercher mes cuirs d'été, de dire ce serait sympa, enfin là mes cuirs d'hiver pour l'été prochain. Et en fait ils restent de côté parce que j'ai changé d'état d'esprit, etc. Je me fais plus confiance aussi, parce que l'expérience aussi dont on parlait tout à l'heure, où au début je regardais un peu les tendances. Je regarde un peu tout le temps les tendances. Tu vois, mais je me rappelle une fois d'avoir regardé les tendances et il y a 6 ans c'était la tendance du violet, donc j'avais acheté un cuir violet, ça n'a pas du tout marché. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un en haut sur un défilé de je ne sais quoi qui avait mis plein de violets et oh là là, il y aura du violet tout l'hiver. On me dit, il n'y a pas de violet. Pas chez les gens, le prêt-à-porter comme moi qui achète. Là, l'année dernière, il y a eu du violet, effectivement. Moi, je commence à voir là, en me disant, bon, cette tendance-là, on a fait les 2 dernières collections hyper colorées. On s'est dit, on fait pas d'hiver, on fait des couleurs qui nous plaisent. Et l'hiver dernier, ça a cartonné. J'ai vu des cuirs qui me plaisaient, colorés. Je me suis dit, allez, moi, j'ai envie de ça, on y va. Et ça a cartonné parce que, effectivement, l'hiver, on est habillé en noir, en foncé. Et puis, mettre un bijou qui pète, ça a très bien marché. Donc là, tu vois, je sais que pour l'hiver prochain, je vais garder quand même des couleurs. Donc ça, maintenant, je vais avec Leslie. Je fais plus toute seule. On va ensemble, on se prend une journée pour faire les fournisseurs. On regarde, on essaye. On prévoit un peu avant les tendances qu'on a envie de garder. Donc, on se dit, on veut de la couleur. On sait que là, le rose, ça va un peu continuer parce qu'on n'a pas terminé dans le prêt-à-porter. On voit qu'il y a encore du rose, du fuchsia, tout ça, des couleurs qui pètent. Et là, donc, sur le mois de juin, on commence à aller chercher des cuirs un peu partout. Et là, tu vois, il me reste 15 jours avant les congés. Là, ça va être 15 jours pour élaborer la nouvelle collection. Ok. Donc, tu vois, moi, il faut que je sois hyper dispo aussi dans ma tête pour là être en mode créatif total pendant les 15 prochains jours. Parce que la création, ça s'improvise pas et malgré la croyance, la créativité est un vrai muscle.
qu'il faut reprendre et il faut remettre en marche parce que, en fait, ça, alors on peut avoir des idées comme ça, mais à créer une vraie collection et pour avoir, justement dans une de mes vies antérieures, dans mon expérience professionnelle, je vais plutôt dire, on a eu du textile. Alors qui est pas la même chose, mais qui est pareil, on a réfléchi à une collection, c'est hyper compliqué, quoi. Oui. Et puis ça demande vraiment une réflexion poussée, donc faut vraiment être disponible, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, tu vois, ça se fait sur toute l'année parce que tous mes fameux post-it, mes cahiers et tout ça, là c'est tiens, on pourrait tester ça, on pourrait tester ça. Et là par contre, arrive fin juin, juillet, où là je reprends tout ça, mes notes dans mon téléphone, les notes dans l'ordinateur, les notes dans les mails, les notes sur mes cahiers, et je fais une synthèse de tout ça en se disant bon là, par exemple, on va mettre de la paillette avec de la marinière parce que j'avais fait un test, j'avais eu des super réponses sur les réseaux, voilà. Et là, c'est la synthèse en fait de tout ça. Et donc tu testes des produits sur. Ouais, des fois je fais des tests, truc tout bête. J'ai fait un mariage, je me suis dit bon, le mariage va y avoir plein de filles en demi-scène, donc faut que j'ai une paire différente. Donc j'ai fait du glitter avec du doré. Alors là, j'ai posté la photo. Donc je me dis bon, là, je vais pas faire ça maintenant parce qu'on a déjà. Je me le garde pour l'hiver, c'est parfait. Voilà, c'est des petits tests comme ça. Des fois, tu vois, nos clientes, il y a rien qui leur échappe. En fait, qui leur échappe, pardon. Dès qu'on a fait des vidéos à l'atelier, mais j'ai vu sur le bureau, t'as coupé une forme, c'est dingue. Donc oui, ça c'est pour la rentrée, tu vois. Mais du coup, moi, ça me laisse des petites impressions dans la tête de ça fonctionnera, ça moins. Puis il y a des choses qu'on teste qui marchent pas, tu vois. C'est vachement intéressant et que tu disais, les réseaux sociaux qui est ta communauté, qui en fait participe ou va te donner des confirmations sur ce qui pourrait être sympa ou pas, quoi. Donc, tout à fait. C'est vachement intéressant. Et aujourd'hui, vous avez plus de 200 points de vente, environ 200 points de vente. Comment on gère, parce que ça demande une production assez dingue, parce que je suppose que c'est pas un produit par point de vente, il faut des fournir. J'ai vu également que vous faites tout. Enfin, c'est pas que j'ai vu, mais vous faites tout à la main. Oui. Ici, il n'y a pas d'autres ateliers ailleurs. Vous faites à la demande. Comment on répond à... Là, c'est compliqué. Là, je t'avoue que je suis dans une phase compliquée par rapport aux revendeurs parce qu'on prend beaucoup de retard. Ok. C'est difficile de gérer l'e-shop parce que clairement, c'est plus intéressant pour moi de vendre en direct. Parce que quand je vends à un revendeur, c'est 2,5 fois la marge. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis alignée aux marges des entreprises chinoises qui faisaient des trucs par des robots. Et moi, j'ai dit, c'est 2,5 fois la marge, je vais faire ça. Sauf que nous, on n'est pas des robots. Et que les boutiques, elles sont très contentes parce que ça marche hyper bien. Donc, elles font des grandes quantités et elles vendent ça direct dans la semaine. Oui. Donc, elles recommandent, tu vois. Donc, et là, j'avoue que c'est compliqué, parce que tu vois, là où j'étais il y a 1 an à 15 jours pour livrer les revendeurs, là, je suis à 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est de la gestion de gens qui sont pas contents, qui s'impatientent, qui prévendent parce qu'ils prévendent à leurs clientes et ils sont là, oui, mais ma clientèle attend, ça fait 1 mois. C'est compliqué. C'est compliqué. Et vraiment, ça va être dans les années à venir, la gestion de ça. Est-ce que je vais pas diminuer les points de vente parce qu'en fait, c'est soit, là, j'ouvre une usine et on est 20 direct, pas une usine, une mini-usine, mais. Oui, mais voilà. Je double ma capacité, on est 20 et je réponds aux revendeurs et là on fait à la chaîne. Au risque que ça, demain, ça marche un peu moins et du coup. Voilà. Ce que je souhaite absolument pas. Là, je pense qu'on peut tenir comme ça sur 4-5 ans, tu vois. Mais est-ce que moi j'ai envie de ça? Est-ce qu'on a envie de se retrouver en plus toutes dans des espaces fermés avec que de la fabrication à la chaîne où il y en a une qui fait que couper toute la journée parce que là, en fait personne ne fait la même chose toute la journée. L'idée aussi c'est que les tâches elles changent tout le temps, donc il y en a une qui va couper les cuirs, après on va les assembler, c'est pas la même personne qui va couper toute la journée parce que moi j'ai visité des ateliers de maisons de luxe pour récupérer des cuirs, la personne elle est sur sa machine toute la journée. Moi je veux absolument pas ça, je m'intéresse à ça pour faire l'opposé en fait, où t'as pas le droit d'aller aux toilettes, t'as pas le droit de parler à ta collègue parce que toute la journée. D'ailleurs, j'ai récupéré une de mes salariés qui bossait là-bas dans une maison de luxe à Liffré là. C'était l'horreur quoi. Pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de parler à sa collègue. Ils pèsent la marchandise le matin et le soir. Les objectifs changent tout le temps. Dès que les objectifs sont atteints, ils sont réaugmentés. Au cours du mois, c'est lobotomisant quoi. Et puis donc moi je veux pas ça en fait. C'est qu'à un moment si ça grossit, il y aura une personne qui coupera toute la journée, couper, l'autre qui montera, l'autre qui mettra que le produit. Donc l'idée c'est que tout le monde soit polyvalent, tu vois. C'est toujours encore dans cette réflexion là de bien-être au travail,
Voilà, donc les revendeurs, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que tu ne cherches pas la croissance à tout prix. Non. Et donc c'est parce que souvent c'est le but des entreprises. Hein. Ouais. Et on dit moi je veux faire la croissance ou je veux croître. Et en fait là, ce qui est intéressant, parce que tu as un certain volume, t'as un certain, tu n'es pas plus la petite créatrice chez soi qui fait son truc. Tu as un certain niveau qui fait souvent, moi de ce que je connais du monde d'un peu d'artisanat, qui peut donner envie d'atteindre ce stade-là, parce que ça veut dire qu'il y a un certain confort, mais il y a aussi des plafonds qui se fait dire est-ce que je vais plus loin ou pas, parce que ça veut dire, ça implique certaines choses. Et c'est vachement intéressant d'avoir ton retour sur ce plafond, parce qu'on en parle peu en fait. Bah oui, c'est de se dire où je reste, est-ce que je vais parce que là, tu vois, à un moment, il faut se dire il faut sourcer les cuirs aussi en quantité, il faut te dire que tu mets une personne à faire tout le temps la même chose. Enfin voilà, moi j'ai pas forcément envie de ça, et parfois c'est questionnant sur je suis un chef d'entreprise, mais en fait je trouve ça presque plus compliqué d'être un chef d'entreprise d'une petite entreprise qu'une très grosse où tout est plus hiérarchisé, etc. Parce que là et c'est vrai, c'est ce truc de se dire où je vais dans ma fabrication, dans comment sont faits les bijoux, parce que là je pourrais me dire là je vais aller déléguer, et puis je vais faire couper par un sous-traitant. Voilà, après moi je trouve ça chouette de tout maîtriser comme ça là, mais il y a des décisions à prendre, et effectivement les revendeurs, il y a peut-être un moment où je vais sélectionner et peut-être faire plus des collections, des arrivages plus exclusifs. Déjà, on a modifié, on a mis qu'une partie de la collection aux revendeurs, parce que il y avait plein de bijoux qui demandaient plus de temps de fabrication. Donc, mettre cette marge-là, on pouvait pas. Donc là, on a séparé. Donc là, ils étaient pas contents, parce que ce bijou-là, est-ce que je peux l'avoir? Je l'ai vu sur les réseaux. Non, on a une partie, tu vois. Et je pense qu'à un moment, on va aussi dire, les prix vont peut-être un peu augmenter aussi pour les revendeurs, parce que nous on peut pas suivre, tu vois, rester à ce modèle-là, tu vois. Mais j'ai eu des heurts avec des revendeurs qui me disaient non mais c'est pas possible. Moi j'ai d'autres créateurs de Made in France. J'ai attendez, Made in France. Quand on fabrique des gourdes, c'est une machine. Elle est Made in France, mais c'est une machine qui la sort, la gourde. Donc elle peut travailler la nuit, elle peut travailler le week-end, elle peut augmenter sa productivité. On peut racheter une deuxième machine. Enfin, moi j'ai de l'être humain. Qui peuvent qui sont 35 heures, et moi je veux pas qu'elle soit plus en fait. Je demande pas d'heures sup, je veux qu'elle soit bien, je veux que ça suffise, que ce soit un équilibre familial, parce que si tu as l'impression de bien voir tes enfants, que tu as l'impression de bien participer à ta vie familiale, t'es bien, enfin je sais pas, c'est des trucs. Mais c'est vachement intéressant ce point de vue, parce que comme je te dis, c'est tous les chefs d'entreprise n'ont pas cette réflexion là. Alors il y a souvent un bien-être du salarié, des choses comme ça, mais ça pose des vraies questions, et ça demande des prises de décision assez importantes, de se dire à un moment en fait je veux pas grossir plus, donc je vais adapter mon c'est ça. Mon truc. Je sais pas où ça ira, tu vois. Après par expérience, je sais que je pourrais toujours redevenir dentiste, mais je pense pas. Mais tu vois, je me dis il y a d'autres choses, et en fait c'est aussi ça qui me donne de la légèreté, de me dire au pire je deviendrai coach business, et moi aussi ça me donne de la légèreté à me dire j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, parce que j'ai aussi des salariés et j'ai envie de leur donner du travail, et ça, c'est ma plus grande fierté. Mais de me dire, il faut que je prenne. Et tu vois, ces décisions-là, on les prend aussi ensemble. Okay. Et là, on les prend ensemble à se dire, là, les revendeurs, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Parce que elle me voit aussi avec des coups de fil qui sont pas agréables, une partie qui est complexe, et on se dit là, est-ce qu'on va pas garder que les sympas, tu vois? C'est un truc bête, mais à un moment, parce que développer plus pour ne faire que produire, sortir. Alors toi, tu feras que des cœurs, donc toi, tu vas faire que le modèle cœur, comme ça, tu vas aller plus vite, parce que tu changeras pas de forme. Tu vois, parce que je me dis, oui, je saurais ce qu'il faut faire, tu vois. C'est que toi, tu vas couper que des cœurs toute la journée. J'achète 2 machines. Une autre, elle va couper que des formes d'éclairs toute la journée. Et puis l'autre, elle va faire que les boucles foudre. Non, mais, et dans un bureau où je suis pas, où il n'y a pas une ambiance sympa, parce qu'on participe à la collectivité de l'entreprise, parce que c'est ça qu'elles aiment, les filles aussi. C'est que pendant qu'elles fabriquent, on imagine des projets, on imagine des choses et tout ça. Si elles étaient dans une autre pièce à faire que fabriquer comme ça, c'est pas épanouissant. Moi, je considère que c'est pas épanouissant. Et donc, je ne veux pas faire je ne veux pas imposer ce qu'on me fait pas. Mais c'est vrai que cette réflexion, tu vois, le comptable me dit, là, le bénéfice qu'on fait cette année, pour le refaire l'année prochaine, pour l'augmenter l'année prochaine. Je dis, mais attendez, moi, j'ai pas envie de l'augmenter. Si je peux encore embaucher les gens et que ça marche,
Moi, c'est là, tu vois. Ouais. Mais tu sens même que les comptables, ils sont habitués à être avec des gens qui ont cette... Comment augmenter le chiffre d'affaires, comment croître. C'est ça. Faut l'année prochaine qu'on fasse plus, faut qu'on soit à la croissance. Et tu vois, moi, là, les filles, en fait, elles se mettent la pression toutes seules, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles veulent que ce soit fait. Et elles y vont. Moi, jamais je dis, bon, bah, ça, faut que ce soit fini pour ce soir, voilà. Et en fait, ça montre une implication aussi forte, hein. Ben oui, sans doute, tu vois, de se dire, bah voilà, là tu vois, j'ai embauché quelqu'un pour l'été, elle me dit ça m'énerve, je fais des bêtises, je dis mais attends, mais tu viens d'arriver, enfin, ça fait partie des dommages collatéraux, ça fonctionne, donc tu fais des bêtises, bah essaye de pas le refaire, mais en gros c'est pas grave, tu vois bien que tu te feras pas disputer quoi. Et ça c'est important. C'est vachement intéressant, et puis je vais venir sur les dernières questions parce que je vois l'heure qui défile. Donc c'est vachement intéressant d'être tourné vers l'humain, et c'est un beau témoignage, et merci pour de parler de ça. Dernière question qui va être parce que on a évoqué plein de sujets. Si tu avais un conseil à donner à notre audience sur un peu la prise de décision, le raisonnement dans la vie professionnelle, qu'est-ce que toi tu pourrais donner ou redire, peut-être quelque chose qu'on a déjà dit, hein, mais qu'est-ce que tu donnerais? Bah, c'est un peu bateau, c'est se faire confiance, parce que comme on disait sur l'instinct, en fait, l'intuition, c'est l'instinct et l'intuition, c'est pas ça. Je l'ai découvert en fait. Je me dis ouais, je suis intuitive, et en fait non, je suis pas intuitive. C'est juste que j'apprends des expériences, et que quand j'analyse une situation, ben je regarde tout autour. Et se faire confiance sur son intuition, parce que c'est pas de la magie, et c'est parce que on a peut-être repéré quelque chose qui nous convenait pas, et on se fait pas se l'avouer, on saura pas dire la chose, mais c'est que le cerveau, il a comme tu dis, tu parlais de neurosciences et tout ça, je pense que le cerveau, il a rangé des trucs dans des cases, et il fait des petits voyants, et il met des voyants positifs quand l'intuition elle est positive, et quand on le sent pas, c'est un petit voyant d'une expérience, et c'est pas une magie de je suis intuitif, c'est aussi après de regarder tous les paramètres et tout ça, mais que aussi quand on fait du social, ça fait du bien, parce que ça donner c'est recevoir, c'est des trucs basiques, mais en fait quand tu fais le bien autour de toi, t'es bien, et que quand aussi tu fais ce que t'aimes, quand t'es aligné, après les chefs d'entreprise le savent, mais quand tu montes ta boîte, t'as pas l'impression de bosser, même s'il y a des inconvénients. Il y a des choses difficiles. Là, je sors d'une période très difficile, mais n'empêche que je viens ici et je peux le faire des heures. Ouais. Et moi, j'ai presque plus de me dire oh là là, faut que pas que j'oublie ma vie de famille à côté, que j'adore, et j'ai consacré énormément de temps à mes filles plus petites. Quand j'étais dentiste, j'avais plus de temps pour elles, et parce qu'en fait, je suis tellement bien ici, il se passe tellement de choses que en fait, je vois les heures défiler, et je reste pas parce qu'en fait, il y a tout le temps plein de choses à faire, et de savoir aussi se préserver un peu. Ok. Et je suis tout à fait en phase avec ça. C'est vachement important de se faire confiance, puis de se faire plaisir au travail. Je vais dire ça comme ça, parce que c'est aussi le but recherché. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, Sabrina. Je t'en prie. Merci encore pour ton accueil, et je voudrais placer un petit merci à Clélia, qui m'a recommandé de venir te voir, qui est, sauf erreur de ma part, une de tes clientes. Donc qui aime beaucoup tes produits, donc voilà, elle m'a dit vas-y, je sais qu'elle a une histoire un peu folle à raconter, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, et puis merci à toi. Et puis à très vite. Au revoir. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans 2 semaines.